Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprise en région. Aujourd'hui, direction Marseille, une fois n'est pas coutume, j'ai le plaisir d'interviewer Antoine Séguré, le directeur régional sud de Transdev. Transdev, c'est une société française, mais un géant mondial du transport. Je suis Guillaume Pellegrin, le fondateur de Newton Offices, de Marseille à Lille, en passant par Bordeaux-Lyon. J'interroge les dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extramuros. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de la mobilité. Je me suis surpris moi-même à poser finalement beaucoup plus de questions que prévu à Antoine, qui est intarissable sur les sujets de mobilité qui concernent évidemment notre avenir écologique et l'avenir de nos territoires. Et puis, il nous racontera comment ils ont innové. Ils sont les premiers à, prendre une ligne à la SNCF. Donc, il y a eu une vraie ouverture à la concurrence dans la région sud. Ils vont ouvrir une ligne de train express régionale Marseille, Toulon et Nice. C'est parti, on monte à bord. Bonjour Antoine. Bonjour Guillaume, tu vas bien ? Je suis ravi de t'avoir. On a réussi à fixer ce rendez-vous. Donc, tu es le responsable sud d'une jolie entreprise que tu vas nous présenter, qui n'est pas une petite entreprise, qui est Transdev et qui va avoir beaucoup d'impact, qui en a déjà, mais qui va avoir encore plus d'impact sur la région sud dans les semaines et les années qui viennent. Absolument, ouais. Transdev qui est la filiale mobilité du groupe Caisse des Dépôts, puisque notre actionnariat, on y reviendra peut-être, est partagé entre la Caisse des Dépôts et puis un groupe allemand qui s'appelle le groupe Rettmann. Et donc nous sommes un opérateur de la mobilité du quotidien. C'est-à-dire que nous opérons des services de transport de voyageurs pour le compte principalement de collectivités, mais aussi une partie de notre activité est faite en B2B avec des industriels pour le transport de leurs salariés. Et donc notre raison d'être, c'est de permettre à chacun de se déplacer chaque jour avec des solutions sûres, efficaces, fiables au service du bien commun. Voilà, donc c'est ça que nous faisons chez Transdev. Donc nous opérons des bus, des cars, des tramways, des métros, des bateaux, bientôt des trains en France, mais nous sommes présents dans le monde entier puisque c'est un groupe qui fait 10 milliards de chiffre d'affaires et qui regroupe 100 000 personnes sur tous les continents et dans un petit peu moins de 20 pays. Impressionnant. Le siège est où ? Alors, le siège est à Issy-les-Moulineaux, siège du groupe, et le siège France est également à Issy-les-Moulineaux. Voilà. Ok. Et ça existe depuis quand ? C'est quoi l'origine de cette entreprise ? Alors il y a plusieurs origines puisque le Transdev qu'on connaît aujourd'hui est le fruit d'un rapprochement et d'une fusion entre la branche transport de Veolia et une entreprise qui s'appelait Transdev historiquement d'ailleurs, donc le nom a été gardé et puis comme l'une comme l'autre de ces deux entreprises se sont constituées par croissance externe, par gain de marché de mobilité publique. Alors je ne sais pas de quand datent les plus anciennes sociétés qui ont été rachetées ou intégrées au groupe, mais il y a énormément de sociétés dans le monde du transport public qui ont commencé il y a plusieurs dizaines, voire parfois certaines ont plus de 100 ans, ont commencé il y a vraiment longtemps au démarrage de l'activité de transport en commun. Les plus anciennes entreprises avaient commencé avec des voitures hippomobiles, à l'époque où les bus tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas. C'était une autre forme de transport écologique d'ailleurs. Mais voilà, c'est le fruit de regroupements et de gains de marché public puisque nous avons une grosse partie de notre activité qui est opérée en délégation de service public ou en marché public pour le compte de collectivités. Donc on y reviendra peut-être aussi, mais on revient sur le modèle. Des appels d'offres et voilà un peu comment Transdev s'est constitué. Et toi, ton rôle dans tout ça et ton parcours chez Transdev ? Eh bien moi ça fait 18 ans que je suis chez Transdev, ça fera 18 ans cet été que je suis chez Transdev. J'espère qu'ils vont préparer une belle fête. Écoute, on verra, c'est ma majorité, transdevienne. Non, je suis rentré moi un petit peu par hasard dans le monde de la mobilité puisque j'ai d'abord travaillé pendant 5 ans à la SNCF à la gare du Nord à Paris où je faisais de
la régularité et de la sécurité ferroviaire dans le poste de banlieue de la gare du Nord. Donc c'était évidemment des enjeux majeurs en termes de ferroviaire. Et puis à l'époque, c'est Veolia Transport qui m'a débauché pour les rejoindre et faire de la direction de filiales. Donc je suis d'abord rentré chez Veolia pour diriger des filiales en Île-de-France. Puis j'ai fait un petit tour de France par l'Est puisque je suis allé en Suisse, à Chambéry, et je suis arrivé ensuite dans la région Sud en 2012 pour diriger l'ouest des filiales de Transdev dans la région Sud, l'ouest des Bouches-du-Rhône, donc Fos, Istres, Arles et Salon de Provence. Et puis j'ai pris la direction commerciale de la région, puis la direction du département des Bouches-du-Rhône, et je suis directeur régional de Transdev depuis octobre 2021. Et moi qui croyais que tu étais Marseillais, tellement tu t'es fondu dans le paysage local. Bravo. Moi, ça me fascine en fait ces entreprises, parce que c'est pas du tout le format d'entreprise que j'ai l'habitude de côtoyer vraiment en profondeur. Donc j'ai pas mal de questions. Tu disais que vous êtes opérateur, il y a des délégations de services publics. Enfin, la question simple derrière tout ça, c'est comment vous gagnez de l'argent. Qu'est-ce que vous possédez? Est-ce que vous possédez des trains, des trams? Est-ce que vous êtes uniquement opérateur? Parce que si je fais le parallèle, moi, avec mon métier, on peut être d'un côté propriétaire d'immeubles de bureaux ou d'hôtels, mais pas du tout opérateur, même si nous, Newton, justement, on fait les deux. Mais voilà, est-ce que tu peux un peu simplement nous expliquer comment ça fonctionne? Bien sûr, alors il y a énormément de modèles. Avant tout, il faut avoir en tête que le modèle du transport public, peut-être des services publics en général, mais en tout cas du transport public, c'est un modèle qui est très peu rémunérateur en termes de marge. Donc on a des toutes petites marges dans ce secteur d'activité, puisque encore une fois notre raison d'être c'est d'opérer du transport public. Et donc voilà, je dis pas qu'on n'est pas là pour pas gagner d'argent, c'est pas le sujet, mais on n'est pas une entreprise qui réalise des résultats à deux chiffres. Voilà, on est positif plus et on est quand même des activités qui sommes très peu rémunératrices en termes de marge. Et pour autant, il y a beaucoup de nos activités qui sont génératrices de risques, hein, puisque tu l'évoquais sur la propriété par exemple du matériel. Il y a certains contrats où nous sommes propriétaires en propre de nos matériels, que ce soit les matériels qu'on opère, donc les bus, les cars, les trains, ou nos dépôts, puisqu'évidemment nous stationnons nos flottes dans des dépôts, donc nous avons un patrimoine foncier qui est également assez important. Et puis il y a la place. voilà, c'est clair. Et puis bon, généralement on est, enfin ça va te parler, mais on est rarement à moins de 10 000 mètres carrés sur un dépôt de bus, hein, puisque entre les bureaux, le stationnement des autocars, la station de gasoil, la station de lavage, les approvisionnements électriques quand il y en a, bon c'est tout de suite des infrastructures qui prennent de la place. Et puis en fonction des contrats que nous avons, il y a certains contrats où effectivement ce sont les clients qui sont propriétaires des matériels. Alors certains contrats, nous sommes propriétaires la durée du contrat, puis ce sont ce qu'on appelle des biens de retour. Donc à la fin du contrat, la collectivité récupère les matériels pour permettre aussi l'ouverture à la concurrence, et que un opérateur qui voudrait rentrer sur un marché ne soit pas obligé d'acheter un dépôt, d'acheter l'ensemble de la flotte. Et puis il y a d'autres contrats où c'est même la collectivité qui investit directement dans les matériels, donc nous ne faisons que les opérer. Alors c'est pas réducteur, hein, c'est déjà un gros sujet que de les opérer. Et puis il y a certains contrats où nous sommes propriétaires de l'intégralité de la flotte et puis des dépôts, et à la fin des contrats, lorsqu'ils s'arrêtent, ou à la fin de la durée de vie de nos matériels, eh bien charge à nous de les revendre sur un marché de l'occasion, ou s'ils sont arrivés en fin de vie, eh bien de les recycler pour en racheter de nouveaux. Ok, clair. Donc concrètement, une mairie peut posséder des autocars et c'est vous qui les faites rouler, quoi. Voilà. Alors, en général, nous, nos donneurs d'ordre, c'est plutôt les collectivités telles que les communautés d'agglomération, les métropoles ou les régions. On peut avoir des services pour des mairies, mais c'est plutôt des services de type ce qu'on va appeler périscolaire, par exemple pour faire des sorties scolaires de leurs écoles maternelles ou primaires lorsqu'ils en ont. Mais généralement, nos clients collectivités sont plutôt ceux qui ont la compétence mobilité, hein, donc singulièrement les communautés d'agglomération, les régions et les métropoles.
Donc pour le coup, la consolidation de ces métropoles est plutôt une bonne chose pour les métropoles parce qu'elles arrivent à acheter peut-être en plus gros, si tu me permets l'expression, avec des opérateurs comme vous. Oui, alors ça dépend parce que elles peuvent faire le choix, leur périmètre de gestion effectivement a grossi, ça c'est très clair. Hein. Typiquement, la métropole de Marseille dans laquelle nous sommes le plus présents, hein, sur la région sud puisque c'est notre plus gros secteur. Elle a pris la décision d'allotir, c'est-à-dire en fait soit sous couvert de délégation de service public, soit sous couvert de marché public, qui sont les deux formes de contrats principaux que nous avons. Elle peut décider de créer un lot pour une ligne. Typiquement, nous sommes titulaires de la ligne Marseille Aéroport Marseille-Saint-Charles. Et ça, c'est un seul lot, alors que la collectivité aurait pu faire le choix de dire, bah, je sais pas, moi, je découpe le territoire en 4, et puis je fais 4 lots pour l'intégralité du territoire. Elle a fait le choix, par exemple, cette ligne-là, de la créer autour d'un seul lot. Donc, il y a un lot pour cette ligne, et puis, à contrario, un de nos plus gros contrats, hors ferroviaire, évidemment, mais un de nos plus gros contrats de la région sud avec la métropole de Marseille, c'est le contrat Vitrolles-Salon Côte-Bleue qui part des Alpilles et qui va jusqu'aux communes de la Côte-Bleue, Caris-Océ, qui fait tout l'est de l'étang de Berre en termes de desserte, et qui là est une délégation de service public sur l'ensemble de ce périmètre. Toute la mobilité est opérée par Transdev puisque nous avons gagné ce marché en 2020, et là on parle d'un contrat de 9 ans pour 50 millions d'euros. Généralement, j'allais te demander la durée justement. Ouais, alors du coup, les contrats sont grosso modo, les marchés publics sont en général maintenant de 4 années fermes. Il y a eu un moment où c'était 4 fois une année, donc ce qui mettait très en difficulté les sociétés parce que dans ces marchés 4 fois un an, en général, les sociétés étaient propriétaires du matériel, donc à l'échéance du contrat, si jamais on perdait le marché, c'était compliqué, et puis on pouvait chaque année être remis en cause sur nos contrats. Donc ça, c'est beaucoup plus rare. Les collectivités ont compris que c'était pas leur intérêt de le faire parce que les sociétés couvraient le risque et du coup les prix étaient plus élevés. Donc elles sont plutôt sur des durées fermes à 4 ans maintenant pour les plus courtes. Et ça, c'est plutôt du marché public. Donc marché public, c'est une commande, hein, donc on a un bon de commande avec des prix définis, et on a rarement de l'intéressement sur la qualité ou sur les recettes. En revanche, on peut avoir de très fortes pénalités si on ne délivre pas le service. Et puis pour les contrats les plus longs, qui sont plutôt sur un schéma de délégation de service public, ça peut être des contrats, je le disais pour Vitrolles, qui peuvent durer 9 ans. Et là, en revanche, nous avons un intéressement et donc un risque commercial à prendre. Intéressement qui se traduit soit par un intéressement à la recette, c'est-à-dire que notre rémunération en tant qu'opérateur est faite d'une compensation financière versée par la collectivité plus des recettes des trafics des voyageurs qui payent leur abonnement et leur ticket de bus, et donc sur ces recettes nous prenons un risque puisque nous devons nous engager sur un objectif de recette, et s'il n'est pas atteint, c'est tant pis pour nous. S'il est dépassé, c'est tant mieux pour nous. Alors parfois il y a des si tu l'atteins pas, tu perds de l'argent. Si tu l'atteins pas, tu as le chiffre d'affaires que tu as. Donc si tu as prévu 10% de recettes et que sur ton chiffre d'affaires et que tu en fais 8, bah les 2% manquants, comme je le disais, les marges sont très faibles. Généralement, c'est l'épaisseur de ta marge, et donc effectivement tu passes assez vite dans le rouge si t'es pas à l'engagement de recettes. Et puis pour les délégations de services publics où il n'y a pas d'engagement de recettes, il peut aussi y avoir en complément ou à la place d'eux des engagements sur de la fréquentation, par exemple, c'est-à-dire que la collectivité peut nous dire on vous demande de vous engager sur un volume de voyageurs, et c'est ce volume de voyageurs qu'on va vous rémunérer. En revanche, les recettes nous sont versées directement. Voilà. Donc il y a plusieurs modèles, et en fonction des modèles, on prend nos risques et on met en place les contrats qui vont avec. Donc tu as quand même une obligation de résultat. Oui, il y a de toute façon une obligation de résultat qui est soit adressée par des éléments pécuniaires directs, c'est-à-dire si tu ne tiens pas tes objectifs, tu n'as pas le chiffre d'affaires associé, ou alors par de la pénalité, puisque même là où il n'y a pas d'engagement sur les recettes, tu as le risque de pénalité si jamais tu ne délivres pas le service tel que tu t'étais engagé à le délivrer. Alors on parlera dans la deuxième partie du train, et donc, mais ça me fait quand même, ça me fait déjà penser à des questions par rapport à un opérateur ferroviaire national et le besoin d'être rentable. Vous avez besoin d'être rentable. Vos actionnaires sont, même s'il y a t'as l'État quelque part, mais
Faut que ça tourne, quoi. Bien sûr, on a besoin d'être rentable. J'ai envie de dire d'ailleurs, normalement, toute entreprise a besoin Et d'être rentable. heureusement, quoi. Ouais, Ouais, bien sûr. tu n'as pas, même si tu es, alors ça peut poser des questions sur certaines entreprises, mais en tout état, tu n'as pas à avoir une activité non rentable, même marché par marché, c'est-à-dire qu'on est même normalement censé, pour ne pas être qualifié de prix anormalement bas dans la compétition publique, avoir des prix lorsqu'on répond à nos appels d'offres qui nous permettent de vivre, hein. C'est-à-dire on n'a pas le droit, parce qu'on aurait une activité très rémunératrice d'un côté, parce qu'on aurait très bien vendu un contrat ou parce qu'on aurait fait une plus-value de cession sur des véhicules, on n'a pas le droit d'utiliser ces plus-values d'un côté pour faire du dumping de l'autre côté et répondre à perte sur une ligne. Donc au-delà même de l'entreprise, c'est chacune de nos activités qui doit être normalement rentable. Et donc, tu as évoqué donc, Caisse des dépôts et Reitman, c'est ça? Reitman, voilà, qui est un On le groupe, connaît moins, donc on le connaît moins, c'était. même s'ils Ouais. sont assez présents en France, mais ils Mm. sont assez, enfin, ils ont plusieurs marques dans le groupe, et donc c'est un groupe allemand, donc qui travaille donc dans la mobilité évidemment avec Transdev, mais aussi dans l'énergie, dans un certain nombre de services aux collectivités. Ils ont beaucoup d'activités logistiques également. Et donc il y a des synergies évidentes, principalement d'ailleurs sur la philosophie d'être au service d'un territoire que inter-entreprise du groupe. Mais c'était assez cohérent par rapport à ce qu'ils souhaitent faire et la manière dont ils se positionnent dans les territoires sur lesquels ils travaillent, d'avoir une filiale qui fasse de la mobilité. Et à moyen long terme, c'est quoi la trajectoire de ces deux actionnaires? Il y en a un qui est censé Alors se aujourd'hui, diluer, voilà, partir. aujourd'hui la Caisse des dépôts est à 66% et le groupe Reitman à 34%. 66%, c'est assez rare, voire quasi unique dans des filiales de la Caisse des dépôts. Alors, sauf évidemment les filiales très historiques du groupe, et parfois ils sont même à 100% du capital, mais dans des filiales dans lesquelles ils prennent des participations, c'est beaucoup plus faible que ça. Et donc, il y a un projet d'inversion des parts du capital aujourd'hui, puisque Reitman devrait d'ici cet été monter à la proportion qu'a la Caisse des dépôts aujourd'hui, et la Caisse devrait redescendre à 34%, ce qui est à la fois cohérent par rapport à la taille des participations prises par la Caisse en général, et aussi par rapport à l'activité du groupe, parce que je l'évoquais tout à l'heure, le groupe fait 10 milliards d'euros dans le monde, la France est le plus gros pays, et la France, en étant le plus gros pays, fait un chiffre d'affaires de l'ordre de 30-35% du groupe. Donc c'est assez cohérent que la Caisse, évidemment, qui est très nationale, hein, comme actionnaire, revienne à une proportion qui soit une proportion cohérente avec la Ouais, taille ça du chiffre parle du d'affaires chiffre d'affaires. France dans le groupe. Ouais, voilà. Et les autres marchés principaux, c'est quoi? Alors, le deuxième pays du groupe, c'est les États-Unis. On est très présent. Alors, avec évidemment une structuration du business aux États-Unis qui est singulièrement différente de celle qu'on a en France, hein. C'est pas les mêmes collectivités, c'est pas le même système institutionnel, c'est pas, enfin, voilà, il y a énormément de choses différentes. On a beaucoup d'activités, notamment sur le transport à la demande, transport avec des minibus, on va le dire comme ça pour faire simple, sur les États-Unis. Et puis on a beaucoup d'activités évidemment en Europe également, en Europe du Nord et en Europe centrale. On est, à titre d'exemple, le premier opérateur, on en reparlera peut-être en deuxième partie, ferroviaire d'Allemagne, derrière la Deutsche Bahn, hein, évidemment l'entreprise historique allemande, la SNCF allemande si je puis dire, la Deutsche Bahn est le premier opérateur ferroviaire d'Allemagne. En revanche, le premier opérateur privé d'Allemagne, c'est Transdev, pour une raison qui est que en Allemagne, la concurrence est ouverte depuis bien plus longtemps qu'en France, et donc on a pu se positionner sur des marchés. On est aussi beaucoup présent dans le marché scandinave, hein, sur du ferroviaire. Voilà, on vient de gagner le plus gros contrat de tram en Australie tout récemment, donc voilà, on est présent. On opère un téléphérique en Colombie qui est aussi une signature emblématique du groupe. On est l'opérateur du métro de Quito. Enfin voilà, on a des opérations. On est l'opérateur du tramway de Rabat. Donc enfin voilà, on a des opérations un peu partout dans le monde avec des belles références tout autour du monde. Parfois, on dit que quand on y arrive en France, on peut y arriver ailleurs. Vous êtes une bonne illustration, hein, en tout cas. Ouais, et c'est assez particulier parce que dans ce marché de la mobilité, finalement, l'organisation de grands groupes internationaux
est assez rare puisque ça tient notamment à l'activité française qui est particulière avec ces 3 groupes leaders du marché mondial qui sont français, hein, que sont Transdev. Alors je parle évidemment de l'activité du transport du quotidien, hein, mais Transdev, RATP et le groupe SNCF avec sa filiale Keolis sur nos métiers. Les mêmes que ceux qu'on exerce chez Transdev. Ce sont 3 groupes qui exercent dans le monde entier et il y a peu finalement de concurrents internationaux qui sont positionnés sur ce secteur-là. Moi, je l'explique par le fait que l'organisation de la mobilité publique en France est assez singulière par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. Et là aussi, ça tient, c'est ce que je disais, à notre système institutionnel et à l'organisation de notre système institutionnel. Et donc, c'est vrai qu'aux États-Unis, tu n'as pas l'équivalent d'un Transdev dans la physionomie de l'organisation du transport public du quotidien. Et donc, ce qui fait que assez souvent, sur des marchés, alors le ferroviaire est un peu à part, mais tu vois, typiquement, là, en ce moment, il y a des consultations sur des grandes métropoles pour faire du transport public. C'est assez rare d'avoir des opérateurs étrangers qui viennent en compétition avec nous. Ok, bah ça m'intéresse si tu arrives à nous en dire un peu plus sur ce modèle des US, parce que je trouve que souvent, en regardant l'étranger, ça nous éclaire sur ce qui fait nos spécificités, alors que ça nous semble tout à fait logique, puisque nous, on est né avec en France sur l'organisation. Ouais, généralement, alors il y a une particularité dans le transport public et qu'on a de manière assez forte d'ailleurs en région sud, c'est que souvent les collectivités opèrent en leur nom propre. Donc en France, ça s'appelle des régies, des sociétés publiques locales ou des SEM en fonction du niveau d'ouverture du capital qu'elle décide de faire. Donc, ce qu'on appelle la gestion directe, qui est la régie. Hein, il y en a une très belle et très grosse ici à Marseille, hein, qui s'appelle la RTM. Il y en a une à Nice qui s'appelle la Régie Ligne d'Azur. Il y a une SPL à Avignon. Donc, ces sociétés qui sont soit en gestion directe, et puis ensuite la collectivité peut faire le choix de faire une gestion déléguée. Dans beaucoup de pays du monde, la collectivité fait de la gestion directe, et donc c'est aussi pour ça que des acteurs aussi importants que Transdev, RATP ou Keolis, le groupe SNCF, donc sont moins présents, je pense, à l'international. Comment tu organises tout ça, toi, du coup, dans tes équipes? Alors nous en région, alors déjà chez Transdev en France, on est organisé avec évidemment un comité de direction national dont je fais partie. La France est découpée en 7 régions, l'Île-de-France plus 6 régions. Une région chez Transdev, c'est une business unit de 200 à 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on essaye de regrouper une ou plusieurs régions administratives, puisque comme on a un client majeur dans la mobilité publique qui est la région, hein, donc nous la région sud, évidemment c'est cohérent d'avoir une organisation qui cadre avec le périmètre institutionnel. Donc moi j'ai la chance d'avoir une région qui est sur le territoire de la région sud, donc c'est déjà une belle région Donc, et une grande région à la région qui colle à la région administrative. À titre d'exemple, mon collègue de l'Ouest, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, il a un triangle qui part de Niort, qui passe par Biarritz et qui finit à Nîmes, tu vois. Donc, il a les deux, c'est grand. Voilà, il a une grande région. Donc on est 2 en France à avoir des régions qui collent à la région administrative. Alors j'enlève l'Île-de-France, hein, qui est le 3e, mais l'Île-de-France est un peu atypique. Et puis on a Normandie et Sud qui sont dans un périmètre qui est le même que celui de la région administrative. Donc moi ensuite je suis organisé en territoire. Donc j'ai 4 territoires. Donc j'ai redécoupé ensuite la région en business unit territoriale, hein, pour avoir une proximité avec nos clients. Donc j'ai un territoire qui regroupe le Vaucluse et Arles, un territoire qui couvre la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui est une entité à part entière, un territoire qui fait le Var et le 0,5 et un territoire qui fait le 0,6. Voilà. Le Var et le 0,4, pardon, j'ai dit le 0,5, le 0,4. Voilà, on n'est pas présent dans le 0,5 parce que c'est une zone un peu compliquée à adresser. Donc, Briançon, les Hautes-Alpes. Voilà, aujourd'hui on a été à Briançon pendant un temps, mais on n'y est plus. Et donc ces différents territoires sont dirigés par une personne qui a elle-même ensuite sous sa responsabilité plusieurs filiales. On a une vingtaine de filiales, hein, dans la région sud. Et puis j'ai une filiale spécifique, on en parlera dans la deuxième partie de l'échange, qui est la filiale Transdev Rail Sud Intermétropole, qui est la filiale ferroviaire
dédié à la ligne Marseille-Toulon-Nice, mais qui, dans mon organisation, est positionné au même niveau qu'un territoire et donc une direction de territoire. Et puis ensuite, pour travailler avec le CODIR sur l'ensemble des sujets, on a ce qu'on appelle des filières. Ailleurs, ça s'appelle des services, des fonctions support. Enfin, on appelle ça un peu comme on veut. Et donc, on a 4 filières dans la région sud chez Transdev: RH, finance, performance opérationnelle et puis développement commercial. Voilà. Donc ensuite on a donc dans chacun des territoires une vingtaine de filiales, je l'évoquais, et puis on a 2 filiales un peu spécifiques, hein, que je mentionne parce que c'est assez rare dans le métier. On a une filiale de service qui s'appelle Mobilink et qui fait de la gestion de gares routières, de la collecte de recettes pour des collectivités ou du conseil en mobilité. Donc c'est une filiale qui n'a pas de mobile, c'est une filiale qui ne roule pas d'une manière ou d'une autre. Et puis on a une autre filiale un peu spécifique à Nice qui fait la fourrière, puisque à Nice nous sommes opérateurs de la fourrière. Alors, en général on ne connaît pas pour les bonnes raisons. Parce qu'autant les recettes, je veux bien que tu m'expliques ce que c'est, j'ai pas compris, mais la fourrière je vois. Ouais. Donc la fourrière à Nice, c'est Transdev qui l'opère. Alors évidemment c'est la police municipale qui déclenche les interventions, mais c'est nous qui enlevons les voitures et les stockons jusqu'à ce qu'elles soient restituées à leur propriétaire. La gestion de recettes, c'est parce qu'en fait quand on est dans une collectivité, en fait l'argent public, s'il est collecté pour le compte d'une collectivité, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une régie de recettes. Donc c'est un organisme voilà de comptabilité publique, on va le dire comme ça pour faire simple, qui permet de certifier que l'argent est bien de l'argent public et traité avec les exigences de la comptabilité publique. Et donc typiquement lorsque une collectivité, comme c'est le cas par exemple sur la métropole de Marseille, décide de faire des marchés publics avec des opérateurs qui encaissent des recettes à bord de leurs véhicules, il faut une collecte de recettes et c'est cette société qui s'en occupe. Voilà. Ok, alors pour les fourrières, j'avais entendu que c'était un bon business, mais je sais pas si tu confirmes, ou peut-être plus un point de vue immobilier, mais... Ouais, non, nous c'est une activité sur laquelle ça fait 10 ans qu'on perd de l'argent, tu vois, pour être clair. Donc, non, pas forcément. Pas pour l'opérateur en tout cas. Non, ce qui est assez compliqué sur la fourrière, c'est que ça dépend énormément du niveau d'enlèvement, puisqu'on est payé à l'enlèvement de voitures. Quand les prévisions sont pas forcément alignées avec ce qui se passe dans la réalité, ou qu'on a besoin de mettre plus de personnel parce que on comprend bien que ce métier, tu vois, si tu enlèves 10 voitures au même moment ou 10 voitures tout au long de la journée, d'un côté c'est un moyen avec un camion et une personne dedans, et de l'autre c'est 10. Que si tu dois enlever 10 voitures en même temps, évidemment, tu peux pas le faire avec un seul camion. Donc c'est des business qui sont assez volatiles en termes de charges et assez peu fiables en termes de recettes, parce qu'il suffit que les gens se comportent un peu mieux ou autre, et c'est difficile de prévoir précisément les comportements des usagers de la route sur ce sujet. Claire. Bon, ceux qui connaissent pas la région ou le département 13 s'en foutent un peu, mais moi ça me surprend que vous ayez mis Arles avec le Vaucluse à moitié, en tout cas à moitié. En fait non, alors je comprends. Il y a deux logiques à ça. La première, c'est que le territoire, donc je te disais la région sud, chez nous, elle fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. La métropole de Marseille-Provence, c'est un client avec lequel on travaille pour 90 millions d'euros. Tu vois, le territoire de la métropole, sans compter Arles, c'est déjà un très très gros territoire. Et en fait, il se trouve que comme tu le sais et comme certains le savent ici, Arles ne fait pas partie de la métropole de Marseille. Ouais, alors désolé pour ceux qui ne connaissent pas ces sujets hyper locaux. Mais si vous voulez, la métropole d'Aix-Marseille, c'est quasiment le département des Bouches-du-Rhône, sauf le pays d'Arles. Voilà, donc c'est pour ça que... Et puis notre activité d'Arles, on a des lignes qui montent vers Tarascon et qui sont assez largement tournées vers le Vaucluse, donc c'était cohérent en termes d'exploitation. D'ailleurs, la société Transdev Vaucluse est une sous-traitante de Transdev Arles, donc voilà, c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on crée ce territoire Arles-Vaucluse. Tu fais comment pour gérer ces équipes-là? Et j'ai même du mal à visualiser quel type de salariés ou d'équipiers tu as. Alors on a donc tu vois, sur la région on est 2500 à peu près.
On a une communauté de cadres qui est de l'ordre de 100 personnes. Donc on a une structure d'encadrement qui est assez légère, parce qu'évidemment le gros de nos troupes, c'est quand même des conducteurs et des conductrices d'autobus, d'autocars. Donc on est un métier d'hommes et de femmes, hein, donc voilà, qui sont très opérationnels. Et donc on a un premier niveau et un deuxième niveau d'encadrement qui sont plutôt agents de maîtrise. Et puis ensuite on a, je te dis, une centaine de cadres qui sont répartis dans les différents services, puisque une des particularités, et moi ça a été mon choix de rejoindre Transdev à l'époque par rapport à l'entreprise SNCF dans laquelle j'étais, c'est que chaque filiale de Transdev gère quasiment l'intégralité du business, c'est-à-dire qu'il y a une dimension commerciale, une dimension financière RH évidemment, la dimension exploitation au sens de la production opérationnelle, mais aussi de l'organisation des services. Et on a également la maintenance, puisque nous avons les ateliers de réparation de nos véhicules lourds qui sont en propre. Donc on a également une activité de carrosserie, ce que les gens savent moins. Donc on fait de la carrosserie, mise en peinture d'un bus. Un bus, ça fait entre 12 et 13 mètres, tu vois. Donc on fait de la peinture 100% de peinture sur nos véhicules. Et donc on a ces populations. Évidemment, le gros de nos troupes, c'est les conducteurs conductrices d'autocars, hein, c'est 75 à 80% de notre population, avec un taux de féminisation autour de 32%. Donc voilà, c'est un métier qui s'adresse aussi aux femmes. J'essaie de le dire dès que je le peux, parce que c'est pas forcément ce qu'on a dans l'imaginaire collectif. Et je veux dire aussi que ce sont les meilleurs des conducteurs, puisque très clairement, nous on constate régulièrement que les femmes conduisent mieux, au sens où elles conduisent avec moins d'accidents, et elles conduisent en consommant moins de gasoil quand c'est du gasoil, mais toutes les autres formes d'énergie, puisque maintenant on a un mix énergétique assez large. Donc voilà, c'est un métier qui aujourd'hui est tout à fait ouvert et réalisable par des femmes. Conduire un autobus, un autocar, effectivement, c'est un gros engin, mais ce n'est pas physique, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas voilà, et donc c'est tout à fait voilà, cette barrière que certaines femmes ont. On essaye de comprendre, hein, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette appétence chez les populations féminines, ou en tout cas moins que chez les populations masculines, mais en fait, ce qu'on comprend assez souvent, c'est qu'elles imaginent qu'il y a des efforts physiques assez importants à faire. Bon, aujourd'hui, là, les progrès qui ont été faits dans les véhicules font que bon, ça se conduit pas comme une voiture, un véhicule léger, mais c'est pas du tout une épreuve de force comme certains pourraient l'imaginer dans leur manière dont ils conçoivent le métier. Voilà. Donc voilà un peu la 32%, tu as dit? Ouais, merci. 32%, ouais. C'est ça? Et ouais, c'est stable depuis un moment, ou tu vois que ça progresse? Ça progresse légèrement, mais ça progresse pas très vite. Ouais, pas terrible. On arrive évidemment beaucoup plus facilement à faire progresser parce que dans le sourcing c'est plus facile sur certaines catégories de personnel, hein, et d'ailleurs on met en place chez Transdev de très belles initiatives auxquelles j'ai participé, notamment du mentorat au féminin pour des femmes à potentiel de cadres dirigeants que l'on mentore dans le CODIR France de Transdev. Donc on a beaucoup d'actions pour féminiser cette profession. C'est plus facile sur certains métiers que sur d'autres. Le métier où il y a le moins de femmes, c'est le métier de la maintenance. Mais voilà, j'insiste sur le fait que très clairement, conductrice d'autocar, conductrice d'autobus, conductrice de train, bon, c'est un métier qui est tout à fait réalisable pour des personnels féminins. C'est pas l'épreuve de force qu'on se figure quand on y réfléchit. Et elles sont évidemment autant payées que les hommes. Absolument. Alors ça pour le coup, c'est un sujet qui nous est extrêmement serein. C'est que comme on a des grilles de salaire qui dépendent évidemment du métier, de l'ancienneté, enfin il y a tout un tas de critères, mais je veux dire, il y a pas, si tu veux, quand on embauche quelqu'un dans notre entreprise, il n'y a pas de négociation de salaire, si je puis dire. Il y a un statut collectif qui s'applique à tous et à toutes, donc forcément. Et donc la disparité à l'embauche sur des métiers opérationnels comme la conduite ou autre n'existe pas, parce qu'il y a des grilles de rémunération qui s'appliquent évidemment à tout le monde quand on rentre. Il peut y avoir des disparités si tu as un choix plus important, et là j'aurais pas les statistiques, mais si par exemple les femmes voulaient être plus à temps partiel que les hommes, mais ramenées au taux horaire, tu n'as pas de disparité entre les hommes et les femmes dans notre profession. Et selon les métiers, quand un marché est perdu, le nouvel entrant récupère les salariés. C'est aussi votre cas, ou ça reste vos salariés? Oui, alors c'est le cas dans beaucoup d'activités
du secteur public, hein, du service public, hein, pour des raisons qui sont en fait des raisons de continuité du service public. Et donc nous, alors il y a des règles, hein, mais il y a des règles dans tous les métiers, mais nous les règles sont assez simples. En général, puisqu'on a 2 conventions collectives dans la profession, hein, et je compte pas le ferroviaire, qui est une 3e convention collective, mais dans la profession du transport routier, il y a 2 conventions, la convention urbaine et la convention interurbaine. C'est pas son nom officiel, mais c'est plus facile à comprendre. L'urbain, c'est ce qui roule dans les villes, et l'interurbain, c'est ce qui roule en dehors des villes. Et globalement, dans les villes, les transferts sont automatiques parce que les gens sont 100% affectés à l'activité. Alors, ce sont les personnels opérationnels, hein. En général, les codires des entreprises ne transfèrent pas. Et par contre, dans l'interurbain, il faut que tu aies plus de 60% de ton activité qui soit concernée par le marché en question. Et à partir du moment où tu fais plus de 65% de ton activité sur un marché, eh bien, tu es transféré automatiquement. Effectivement, tu peux refuser en démissionnant le transfert, par exemple, mais par contre, ça permet d'avoir une garantie de l'emploi. Ça permet quand un nouvel opérateur arrive, qu'il ait la possibilité d'avoir la main-d'œuvre nécessaire. Et puis il y a une petite difficulté aussi malgré tout autour de ça, c'est que fatalement, parfois les hommes et les femmes de nos entreprises sont plus attachés à leur réseau, se reconnaissent plus dans le nom de leur réseau que dans l'entreprise en question. C'était ma question suivante. Voilà. C'était comment tu arrives à créer une culture d'entreprise Transdev, une fidélité, voire même une fierté. Exactement. Ça c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que tu vois, un exemple amusant, moi quand je suis arrivé dans les Bouches-du-Rhône en 2012, j'ai d'abord dirigé Salon de Provence, puis Salon de Provence a été perdu, a été repris, bon, etc. Et entre le moment où on a perdu Salon de Provence et le moment où on a repris Salon de Provence, les salariés, ils ont changé 4 fois d'employeur. Voilà. Et donc ils se sentent finalement salariés de aujourd'hui la Métropole Mobilité, hier le réseau qui avait son nom de réseau Livébus. Et donc il y a 2 sujets pour effectivement l'esprit d'entreprise, se sentir dans ce collectif qui est Transdev. C'est effectivement ces bascules au moment des changements de contrat. Et puis un autre sujet qui est que Transdev est une marque qui est très peu visible parce que nous roulons sous la bannière des collectivités. Et donc lorsque nous sommes dans un réseau qui s'appelle la Métropole Mobilité, eh bien nos cars sont estampillés la Métropole Mobilité. Lorsque nous roulons dans un réseau qui s'appelle Envia à Arles, nos cars s'appellent Envia et s'appellent pas Transdev ou Envia by Transdev, s'appellent Envia et pas voilà. Bon. Donc il y a ces 2 sujets. Donc on mène beaucoup d'actions pour avoir une adhésion à la culture d'entreprise, à la marque Transdev, et il y a beaucoup d'actions internes pour qu'effectivement les salariés se sentent dans une société qui est pas une société opératrice d'un réseau particulièrement. Mais il faut aussi cultiver ça parce qu'évidemment c'est avant tout des salariés qui travaillent pour le public et pour le service public d'un territoire, et donc c'est important aussi qu'ils se sentent du territoire. En vous, ce qui est pas cool, c'est que vous avez un métier où en fait, si vous faites bien votre job, on n'entend pas parler de vous, on trouve ça normal. Et en revanche, dès qu'il y a des grèves ou des retards, là, absolument, on vous pointe du doigt. Ouais. J'imagine que vous le mesurez tout ça, vous devez mesurer les journées de grève, les taux de retard, je sais pas quels sont les indicateurs, mais oui, alors comment tu le regardes tous ces sujets-là? Moi, j'ai coutume de dire que dans ce métier, la norme c'est l'excellence. C'est-à-dire que souvent, pour plaisanter sur le sujet, je dis, en effet, ouais, c'est bien. Je m'en occupe un peu plus que toi aussi. souvent, je la retiens pour mon métier aussi. Souvent, je dis comment on fait pour être mieux qu'à l'heure. En fait, tu peux pas. Ouais. Soit t'es à l'heure, soit t'es en retard. Donc comme les gens veulent que même tu être en avance, c'est même pire parce qu'il y a rien de pire. Enfin, le départ à l'avance est pire. L'arrivée en avance est rarement mal vue, mais le départ en avance est évidemment catastrophique parce que la personne qui arrive et qui dit le bus vient de passer, la personne préfère attendre 2 minutes le bus en retard que de se dire je l'ai raté, celui d'après il passe même dans 5, 10 ou 15 minutes, c'est toujours un peu voilà. Donc tu peux pas être plus à l'heure qu'à l'heure, donc ça veut dire que et on te demande d'être à l'heure, donc voilà. Donc évidemment les grands indicateurs
de qualité, de mesure de la performance de la profession sont assez classiques, hein, et puis c'est ce que tu vois quand tu voyages dans les transports publics. C'est est-ce que le confort de conduite est au rendez-vous? Est-ce que mon conducteur il respecte les préconisations? Alors ça peut être pour les contrats qu'il exige une tenue. Bon, il y a évidemment l'accueil à bord, le bonjour et le reste. Il y a est-ce que le véhicule est propre et bien entretenu au sens mécanique du terme. Il y a évidemment la ponctualité qui est un sujet majeur. Et puis de plus en plus, il y a tous les services qu'on va mettre à bord de nos véhicules. Alors bon, je passe la climatisation qui maintenant n'est plus un service, mais un must-have, hein, surtout dans nos régions. Mais le Wi-Fi à bord, les prises pour recharger les véhicules, etc. Donc tous ces sujets-là sont documentés dans les cahiers des charges auxquels nous répondrons ou sont proposés et donc inscrits dans nos réponses aux appels d'offres et sont valorisés par la collectivité. Et donc derrière, ils rentrent tout naturellement dans les exigences qui sont données par la collectivité en termes de qualité du service et donc du travail que nous faisons. Et donc nous avons des marchés sur lesquels nous avons 50, 60 lignes de pénalité potentielles parce que bien selon que tu sois en retard, selon que tu préviennes ton client du retard, c'est un niveau de pénalité. Si t'es plus de 5 minutes en retard, c'est pas la même pénalité que si la course est supprimée, enfin, etc., etc. Donc la mesure de la qualité est quelque chose qui est de plus en plus important dans nos contrats. En revanche, voilà, les critères fondamentaux attendus par le client, c'est la qualité du transport et puis évidemment les horaires. Ouais, et la fiable, ouais, qu'il n'y ait pas d'annulation, quoi. Moi, je dois t'avouer que c'est vrai que si je vais au Japon, je me dis, je prends les transports, le train, le truc, les yeux fermés, j'ai aucune crainte sur le fait que mon train va être maintenu et sera à l'heure. Pour aller à l'aéroport, même si je prends beaucoup moins l'avion, Marseille-Provence depuis la gare Saint-Charles. Je l'ai jamais essayé, ça marche peut-être très bien, mais peut-être parce que je me suis dit aussi, j'ai surtout pas envie si je me lève à 4h30 du mat, de me dire que potentiellement il y aura pas le bus qui amène à l'aéroport. Non, mais typiquement, ça marche très bien. Et en plus, c'est une ligne dans laquelle tu as énormément de fréquences. Donc, si jamais un car ne marche pas, est en retard, est coincé dans un embouteillage ou autre, il y en a tout de suite un qui arrive derrière, hein, puisque ce sont des lignes très fréquentes. Aix-Marseille aussi est une ligne dans laquelle tu as un départ toutes les 5 minutes. Bon, si tu rates un car, t'en as un qui part 5 minutes après. Et généralement, quand même, aujourd'hui, on a des moyens de prévenir nos clients de manière assez efficace. Ce qui permet d'avoir quand même un niveau de service garanti, ce qui facilite évidemment la chose parce que il est clair que un des enjeux et un des freins à l'utilisation des transports en commun, c'est de se dire mince, est-ce que je suis sûr que tout va bien se passer et que je vais arriver à bon port. Voilà. Ouais. Sur le sujet des grèves, je veux pas te mettre dans l'embarras, mais moi j'ai l'impression que, peut-être à tort, que c'est très lié au ferroviaire. J'ai moins entendu ça avec les métiers que tu viens d'évoquer, d'autocar et de tram ou autre. Alors je sais pas si vous êtes hyper concerné par ça ou sans balancer sur les copains, si c'est plus chez la SNCF. Je pense que déjà il y a un effet médiatisation qui est beaucoup plus important. Et puis les statuts ont été acquis de haute lutte par pouvoir de nuisance successifs. Quand tu as un métier dans lequel tu n'as aucun pouvoir de nuisance, ta revendication quand tu dis si ça continue, j'arrête tout. Bon, le grand public te dit, voilà, c'est pas pour rien que la SNCF fait grève pendant les ponts de mai et pas pendant les week-ends de novembre. Hein, donc, enfin, on va tous dire. Donc bon, ou avant les JO ou le jour des JO. Exactement, ou de la Coupe du Monde de rugby. Bon, donc il est évident qu'il y a l'installation de ce rapport de force et la médiatisation des choses qui fait que ça rend visible beaucoup plus les conflits dont tu viens de parler. Moi, je constate quand même ce que je trouve atroce d'ailleurs, je tiens à le préciser, mais ouais, bien sûr. Bon, ça, en tant qu'utilisateur, je le comprends. Et là, moi, je vois, tu vois, effectivement, en ce moment, il y a la grève des taxis à Marseille. C'est sûr que c'est tout de suite des pouvoirs de nuisance qui peuvent avoir des conséquences quand même juste dingues. Enfin, si tu pars en voyage pour le voyage de ta vie et que
tu te retrouves à rater l'avion parce qu'ils ont bloqué l'aéroport, c'est sûr que c'est assez problématique. Bon, ce qu'on constate quand même, c'est que socialement les choses, je trouve moi, s'arrangent, s'améliorent. J'ai le sentiment que depuis le Covid, le rapport à la grève est un peu différent. Après, ça dépend aussi beaucoup de la situation un peu globale. C'est-à-dire que tu as des moments où évidemment un des points de crispation forts dans les entreprises, c'est les négociations annuelles obligatoires, hein. Donc nous avons évidemment une négociation de salaire par an. Assez paradoxalement, quand les inflations sont fortes, comme on a généralement des mesures salariales qui suivent l'inflation, finalement c'est presque plus facile de donner 3% quand l'inflation est à 4%, pourtant tu perds 1% de pouvoir d'achat, que de donner 0,5 quand l'inflation est à 0, tu vois. Donc psychologiquement, il y a un petit peu de ça, et voilà, moi j'ai pas d'explication sociale ou autre, hein, j'en sais rien, c'est juste le fruit de ma réflexion, mais je trouve que voilà, il y a effectivement depuis 2-3 ans un climat social qui est un petit peu moins important. Bon voilà, on n'a pas eu de grosses grèves. Moi, la dernière grosse grève dure que j'ai eue dans la région sud, ça date largement d'avant le Covid. Donc, je veux pas donner de mauvaises idées à quiconque, hein, mais en tout état, voilà. Et puis après, tu sais, il y a tout un tas. Alors là, je vais vraiment parler de Transdev, mais il y a tout un tas de sujets autour de la parole donnée. C'est-à-dire que quand tu expliques et que tu fais de la pédagogie à tes salariés de ce que tu es en situation de faire ou pas, et que les gens n'ont pas le sentiment qu'ils sont pris pour des idiots, c'est-à-dire qu'en clair, ils n'ont pas le sentiment que l'entreprise gagne fait des résultats astronomiques et que rien n'est redistribué. Bon bah il y a une forme aussi de conscience collective et d'intégration du sujet chez les salariés. Du coup, toi, tu as des interactions régulières avec les syndicats? Alors moi directement non, je dirais que je les ai plus quand localement ça se complique et qu'il faut cranter à un autre niveau, puisque aujourd'hui c'est chez Transdev on est une société très décentralisée, et donc les patrons ou patronnes de filiales sont en charge de leur dialogue social, et donc les négociations des filiales sont faites par les directions de filiales, et donc si tu veux ce sont soit -1 soit -2, donc en Donc très général près du terrain. Ok, voilà. Et puis moi intéressant. je fais pas du tout d'ingérence là-dedans, parce que je considère que ils doivent être en charge et en responsabilité. Sinon, si à chaque fois qu'il y a un sujet c'est moi qui interviens, bah tu les déresponsabilises de leur mission. Donc voilà. Et évidemment, je suis là pour leur donner conseils, idées, arbitrer s'il y a besoin, etc. En revanche, c'est eux qui ont la plume, et c'est eux qui discutent. On va arriver sur notre ligne de train, mais j'avais une dernière question. L'autre fois, j'ai mes enfants qui partaient en voyage scolaire, et c'est la première fois que j'entendais la maîtresse qui disait on a eu les casiers judiciaires des conducteurs. Ce que je trouvais Ça m'étonne. Mais ok. surprenant, mais ou Mm. des éducateurs, je dis une bêtise alors. Des Ah, éducateurs, non, des éducateurs sur place, je dis une bêtise. Mais derrière, je me suis dit bon bah, est-ce qu'il y a la même vérification qui est faite pour mm. les conducteurs? C'est peut-être plus là qu'il y a enfin, aussi un risque. Si on rentre là-dedans, quand on regarde le casier judiciaire des éducateurs, est-ce qu'on va demander si le chauffeur ou la chauffeur a Mm. picolé Mm. ou a fait autre chose? Alors ouais, il y a plusieurs Il y sujets a, il y a un là-dedans. risque chez vous, voilà. Ouais. Et désolé pour la question juste après le syndicat, je ne fais pas de lien Non, entre l'un non, et non, l'autre. mais pas de souci. Mais Non, mais déjà, premièrement, évidemment, lorsque nous recrutons, nous avons énormément d'attention et de précautions au personnel qui sont recrutés, pour s'assurer que tout va bien, tout se passe bien, etc. Voilà. Évidemment aussi que nous ne donnons pas à qui le demanderait les casiers judiciaires ou des informations confidentielles relatives à nos salariés. Bon, une fois qu'on a dit ça et que les salariés sont chez nous, on a effectivement tout un tas de vérifications, hein, sur la manière dont ils opèrent leur travail, mais aussi sur tous ces sujets d'addiction, hein, que ce soit alcool, mais également drogue et médicaments. Nous faisons, je dis nous parce que c'est pas une obligation légale et tout le monde ne le fait pas. Et voilà, j'irai pas dire qui fait ou qui fait pas, mais en tout cas chez Transdev, nous faisons régulièrement des contrôles drogue, alcool,
sur nos dépôts. Hein, voilà. Nous faisons évidemment des contrôles des permis de conduire. Donc on Ça, a t'as le droit, hein, donc d'aller contrôler. droit. Ouais. Aujourd'hui, il y a un outil, alors c'est tout récent et on est très heureux que maintenant ça existe, mais maintenant tu as un outil numérique qui te permet de renseigner le numéro de permis, le nom de la personne et tu as automatiquement l'état de validité du permis de conduire. Donc ça nous permet de nous faciliter énormément la tâche. Sinon, avant, il fallait qu'on demande à la personne de nous présenter son permis et ça ne nous couvrait pas si la personne avait perdu ses points mais avait toujours son permis. Hein, parce que tu peux plus avoir de points et avoir toujours C'est papier rose, quoi. ton petit papier rose. Voilà. Donc ça, Ouais. maintenant, c'est réglé. On a aussi dans la plupart de nos véhicules, notamment tous les véhicules autocars, ce qu'on appelle des éthylotests anti-démarrage. Hein, donc c'est des systèmes dans lesquels tu souffles avant de démarrer et si tu es positif, tu peux pas démarrer le car tout simplement. Donc ça c'est assez radical. Voilà, nous on a eu, alors il y a eu dans la profession des événements récents assez compliqués avec malheureusement 2 décès en début d'année sur des accidents graves d'autocars. Moi, ce que je veux dire ici, parce que c'est important, c'est que un autocar, c'est comme une voiture particulière, la ceinture et le port de la ceinture est obligatoire. Et assez souvent, parce qu'on se sent dans un environnement protégé, parce qu'il y a le siège juste devant, parce que c'est ce gros véhicule, eh bien, les enfants ou pas, d'ailleurs, c'est pas que les enfants ne s'attachent pas. Et dans les 2 accidents mortels dont je parle, au moins un d'entre eux, j'en suis sûr, l'autre, je j'ai pas eu les conclusions de l'enquête à date, mais et c'était pas chez Transdev, donc j'ai pas de sujet à en parler. Euh, il tente à être démontré que si la personne avait été attachée, elle aurait probablement peut-être pas eu les conséquences dramatiques de décès qui ont été vécus par le transporteur. Donc il faut le répéter, il faut le dire. C'est marqué dans tous les véhicules, hein, port de la ceinture obligatoire. C'est quelque chose sur lequel le voyageur peut être verbalisé. Il faut le savoir aussi. C'est-à-dire que si il y a un contrôle de police et que les personnes ne sont pas attachées, ben on s'expose à une amende. Donc voilà, il faut rappeler que chacun fait sa part. Nous sommes extrêmement attentifs à ça. La sécurité est notre première règle d'or et notre premier enjeu chez Transdev. Il n'y a pas de, pour être très clair, il n'y a aucune complaisance avec quelqu'un qui se ferait attraper positif à un contrôle. C'est immédiatement dehors et il n'y a aucun sujet. Tu faisais le passage de la grève à ça. Il n'y a aucun sujet chez nos syndicats qui sont tout à fait alignés avec ça. Voilà, aujourd'hui, il est juste inconcevable d'avoir quelqu'un sous l'emprise de médicaments, de stupéfiants ou d'alcool, même si il n'a pas fait exprès, même s'il savait pas que, même s'il pensait que. Enfin voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de sujet. C'est quelque chose sur lequel on est extrêmement ferme et où il y a pas la place pour discuter de quoi que ce soit. Bon, ben merci. Moi, ça a permis de bien mettre les choses au clair. Bon, parlons de cette ligne ferroviaire. Ben, raconte-nous l'histoire, comment vous vous retrouvez à opérer. L'histoire, c'est une décision un peu folle, ce sont ces mots, donc je me permets de le dire. Hein, voilà, je ne me permettrai pas de le qualifier comme ça, mais une décision un peu folle de Christian Estrosi et Renaud Muselier à l'époque de dire, ben on a maintenant la possibilité d'ouvrir les trains express régionaux à la concurrence, et donc on va le faire en région sud. Et donc il décide de se lancer dans cette aventure-là. Donc c'est quelque chose qui commence dans les années 2018-2019, hein, puis rédaction d'un cahier des charges, dialogue compétitif, remise d'offres alors d'abord un appel à manifestation d'intérêt pour savoir si ça pouvait intéresser des gens de venir concourir sur cette ouverture à la concurrence. 9 dossiers retirés. Là, pour le coup, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y avait des internationaux parce que voilà, le ferroviaire, il y a des entreprises internationales qui opèrent. À la fin de l'histoire, on se retrouve en finale à la toute fin de la compétition avec la SNCF. Et donc, sur les 2 premiers lots qui sont ouverts à la concurrence, la région décide d'attribuer à Transdev le lot dit intermétropole, le lot numéro 1, qui est la ligne donc qui relie les 3 grandes métropoles de la région, Marseille, Toulon, Nice, alors qui dessert un peu plus que Marseille, Toulon et Nice, hein, puisqu'il y a 9 stations, 9 gares desservies sur le parcours. Alors c'est direct entre Marseille et Toulon, et puis ensuite on dessert Carnoules, Les Arcs,
Fréjus, Cannes, Antibes, Nice, Saint-Augustin, l'aéroport et Niceville. Et donc cette ligne, on est notifié nous en novembre 2021 sur cette ligne, et donc nous avons un contrat de 13 années. On parlait tout à l'heure des durées des contrats, 10 ans en opération plus 3 ans de mobilisation, et encore 2 années optionnelles si jamais la région décide de lever la dernière option. Donc c'est un contrat évidemment majeur, hein, puisque c'est le premier contrat ouvert à la concurrence en France, hein, puisque il n'y avait pas de possibilité d'opérer du ferroviaire sur du train express régional en France avant cette date-là. Et donc évidemment on est très fiers, très heureux, et je n'ai de cesse que de remercier la région de nous avoir fait confiance sur cette ligne-là pour l'opérer. Donc à partir du 29 juin 2025, donc ça commence le 29 juin à 5h57. On peut déjà réserver les billets, donc si tu souhaites réserver les billets, tu peux déjà les Alors, le réserver. code promo. Ça, on en parlera après. Non, en plus, je suis tout à fait à l'aise avec le sujet, puisque dans le choix qui a été fait par la région, nous n'avons pas la distribution des titres, donc en fait la distribution c'est pas Transdev qui la réalise. Ce qu'il faut souligner, c'est que pour le même volume d'argent public dépensé, il y aura demain 2 fois plus de trains, puisqu'on va passer de 7 allers-retours par jour à 14 allers-retours par jour, avec que des trains neufs qui vont remplacer, alors pour certains nostalgiques, les trains corail de nos enfances, et voire même de l'enfance de nos parents, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, les trains corail vont être remplacés par 7 trains qui ont été construits par Alstom, et qui donc par 16 trains, pardon, j'ai dit 7, mais par 16 trains qui vont être construits par Alstom, et dont on a livré les clés du premier cette semaine au président Muselier, donc dans une manifestation qui était assez emblématique en gare Saint-Charles, parce que je pense qu'il faut pas avoir peur des mots, et c'est vraiment une date historique dans le ferroviaire français, que l'arrivée de ce premier train opéré par un autre opérateur que l'opérateur historique sur le réseau express régional. C'est une première. Ouais. Première en France. Ouais. Et donc fabriqué en France, en Europe Alors fabriqué en France, fabriqué dans les usines, non, intégralement fabriqué en France dans les usines de Crépin à côté de Valenciennes, hein, puisque l'usine d'Alstom est basée à Crépin. Et donc voilà, c'est des trains qui sont made in France, et qui sont dans cette gamme de matériel, le haut de gamme d'Alstom. Donc voilà, tu auras l'occasion de venir les voir et de les essayer, et tu verras, c'est des trains très confortables, avec une première et une seconde classe, avec des places réservables, avec une capacité d'emport vélo, puisque c'était important, des capacités aussi d'emport de personnes à mobilité réduite. On a designé ces trains avec des écoles de design de la région, notamment de Toulon, et puis on a travaillé avec les associations d'usagers et les associations de personnes à mobilité réduite pour définir les équipements, le standard du train, et comment est-ce qu'il fallait agencer tel ou tel sujet pour permettre à chacun d'y retrouver son compte, du snacking et des boissons, des distributeurs de boissons à bord. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, un Wi-Fi sur toute la ligne. Bon voilà, ça change quoi. Donc oui, ça va. Bien meilleure qualité et plus de fréquence et même coût pour. J'allais te demander c'est quoi qui va changer, mais c'est quand même tout ça quoi. Donc nous on a un slogan qui dit tout change sauf la vue. Voilà, puisque on est quand même sur une des lignes les plus belles de France. C'est sympa, ouais. Pour celles et ceux qui l'ont déjà prise, la ligne entre Marseille et Nice, c'est tout en bord de mer, c'est splendide, hein, faut quand même se dire les choses. Et donc tout le reste va changer, mais la vue reste, rassurez-vous. Ouais, c'est clair. Et tu vas pas plus vite en revanche. Alors non, tu vas pas plus vite, parce qu'en fait ce qui définit, alors les puristes m'excuseront, parce qu'évidemment en fonction du matériel, tu vas plus ou moins vite à l'accélération et à la décélération, donc tu gagnes un tout petit peu de temps lorsque tu fais tes arrêts. Le matériel est qualifié à une vitesse de 200 km/h, mais ce qui dimensionne la vitesse et donc le temps de trajet, c'est le réseau.
Donc ce sont les voies, et donc il y a tout un programme de rénovation de la voie entre Marseille et Nice, et même entre Marseille et Vintimille, qui sont les projets HPMV, donc haute performance, Marseille-Vintimille, LNPCA, dont on entend beaucoup parler, hein, qui va permettre l'arrivée de l'ERTMS, qui est un système de signalisation harmonisé au niveau européen, mais qui a surtout comme intérêt de pouvoir augmenter la capacité du réseau en resserrant finalement les espaces entre les trains, et donc en permettant comme ça d'avoir un réseau plus efficient. D'accord. Et on a longtemps parlé donc du LGV, du TGV qui va de Paris à Nice. LNPCA, c'est ça. C'est ça. LNPCA, ça permet de. Alors la ligne ne sera pas, à ma connaissance, à grande vitesse jusqu'à Nice. En revanche, elle permettra d'améliorer les temps de trajet. Une fois que tout sera terminé, on réduira le temps de trajet du TGV. Après, nous, on peut pas rouler évidemment à la vitesse d'un TGV, donc on va gagner de la robustesse d'exploitation et de la vitesse. En revanche, au démarrage, tout change effectivement, et l'expérience de voyage va complètement changer, ce qui est quand même extrêmement important. En revanche, on continuera à mettre le même temps de trajet entre Marseille et Nice, c'est-à-dire à peu près 2h40. Ouais. Mais donc il n'y a pas de, à court terme, ou moyen terme, il n'y aura pas de vitesse. Enfin, en gros, tu n'auras pas à Nice à moins de 2 heures, c'est-à-dire plus rapide que. Non, mais tu sais, aujourd'hui, alors moi je le fais souvent, et aujourd'hui le problème de la desserte actuelle, c'est que il y a 7 trains par jour, donc si ça tombe pas pile poil dans tes horaires, c'est quand même compliqué. Donc je vais souvent de Marseille à Nice en voiture. Très honnêtement, entre les entrées à Marseille, les entrées à Nice, les bouchons que tu as immanquablement une fois sur deux ou autre, bon bah les 2h40, c'est assez rare que je mette moins de 2h40. Hein. Donc il est clair que quand Et tu peux rien faire d'autre pendant que tu conduis. Exactement. Alors que là, pendant 2h40, et vu le niveau de confort qui va être mis à bord des trains, tu pourras largement profiter du voyage, travailler, faire tout ce que tu veux. Regarder, il y aura un portail média, hein, donc tu pourras regarder comme tu l'as dans le TGV quand tu fais pas Marseille-Paris. Bon voilà, tout ça fera partie des services. On a construit également un centre de maintenance à Nice, hein, puisque pour nous, pour garantir la robustesse de l'exploitation, il était important d'avoir aussi la maintenance des trains. Donc on a construit un garage de train, donc c'est un gros garage, hein, un garage de train, puisque un train ça fait 110 mètres, ça pèse 220 tonnes. Donc voilà, c'est pas pareil que le garage qu'on a chez soi, ou même qu'un dépôt de bus, j'en parlais tout à l'heure. Et on a construit ce site de maintenance avec notre partenaire NGE, hein, qui est une société de la région évidemment. Et donc voilà, tout est en ligne pour démarrer à l'heure. Donc on est très impatient maintenant de faire rouler nos premiers trains. Tu disais qu'en Allemagne, ça fait longtemps que c'est ouvert à la concurrence, donc il faut s'attendre à quoi pour les marchés français et puis pour les clients? J'ai pas envie de dire usagers d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a une obligation d'ouvrir à la concurrence. Donc après, les régions, en fonction de leurs souhaits politiques, peuvent décider. Ça a été le cas de Renault et Christian Estrosi, de se jeter dans l'aventure très vite, ou de faire ça le plus tard possible, en re-signant avant la deadline une convention avec la SNCF. Donc ça dépend de chacune des régions, etc. À terme, les choses évidemment vont s'ouvrir à la concurrence. Bon, je suis pas le mieux placé pour parler des vertus de la concurrence, mais si tu demandes, moi je vais en parler. Moi je vois ça d'un très bon œil. Et puis si tu demandes à l'exécutif régional, même avant que Transdev démarre sur cette ligne, puisque Transdev va démarrer le 29 juin. La qualité de l'opérateur historique s'est améliorée. Aujourd'hui, autour de Nice, c'est le résultat aussi d'un appel d'offres et donc d'une mise en concurrence qui a été remportée pour le coup là par la SNCF, et d'aucuns disent qu'effectivement le service s'améliore grandement. Donc moi, je suis assez convaincu que c'est quelque chose de très positif. J'entendais ce midi à la radio une émission sur l'ouverture à la concurrence, notamment en région Grand Est, et il y a une ligne, alors c'est Transdev là aussi qui l'a remporté avec NGE, mais il y a une ligne qui va être réouverte, une petite ligne désaffectée qui va être réouverte parce que le bilan économique grâce à la concurrence permet de venir retravailler des sujets et de remettre en rentabilité certaines lignes. Donc voilà, moi je suis évidemment convaincu de la plus-value du sujet.
Je voudrais qu'on parle d'intermodalité, en tout cas parce que là, quelque part, on a fait un bon focus sur les métropoles. Moi, je vois avec mon métier aussi et mes activités qu'il y a un regain d'intérêt pour les villes moyennes, pour la campagne, et on a connu des crises liées à la mobilité. Je ne vais pas me faire l'analyse de la crise des Gilets jaunes, comment, là aussi, vous voyez cet aménagement du territoire et ces mobilités entre la ruralité et les métropoles? Ce qui est important, c'est d'arriver à mettre en place un système structurant de mobilité, donc en gros des lignes fortes. C'est le cas par exemple de la ligne intermétropole, Marseille-Toulon-Nice, et ensuite de venir adresser avec une granulométrie beaucoup plus fine les territoires qui sont autour de ces lignes essentielles et de ces hubs de mobilité qui sont positionnés sur ces lignes essentielles. Parce que en fait, la mobilité, ça s'apparente un peu au système sanguin humain, c'est-à-dire des grosses artères et puis ensuite des petits capillaires pour aller un peu partout dans le corps humain. Et donc il faut réussir à structurer les gros flux et ensuite irriguer comme il faut les zones moins denses. Le combat, il est pas contre la voiture, ça a souvent été comme ça que ça a été présenté. Il faut que les modes travaillent les uns avec les autres, c'est ce que tu évoquais en termes d'intermodalité, mais il faut que ça se fasse facilement et il faut que ça se fasse sans que il y ait des oppositions dogmatiques qui finalement ne permettent pas d'améliorer les choses. Bon. Moi, je crois beaucoup aujourd'hui, avec l'arrivée de la donnée et l'analyse des séries de données, à une mesure beaucoup plus précise des attentes ou des modes de déplacement des voyageurs. Le public bouge beaucoup plus et beaucoup plus rapidement qu'avant. Et donc les besoins sont beaucoup plus, enfin évoluent beaucoup plus vite qu'ils n'ont évolué pendant des années. Donc c'est important d'être très réactif et de pouvoir positionner les bonnes solutions aux bons endroits. Donc moi je suis convaincu qu'il faut mieux analyser ces flux de population, ces flux de déplacement pour apporter des réponses. Et effectivement, tu l'as dit, ne pas rester dogmatique sur des solutions existantes et vraiment regarder globalement le sujet. Il y a un point qui est important, c'est qu'il faut il faut réfléchir et réagir par rapport aux besoins globaux et, et pour l'ensemble de la collectivité. C'est-à-dire que le clientélisme dans lequel on se disait ah bah oui mais tiens il y a machin qui m'a demandé sa petite ligne à côté donc ce serait bien qu'on lui mette un truc. Bon, il faut réfléchir pour l'intérêt collectif et se dire que on n'a plus les moyens aujourd'hui de mettre des solutions un peu partout, un peu pour tout le monde et d'être dans une forme de bon, je vais être un peu politiquement incorrect, mais dans une forme de clientélisme politique, voilà, il y a des mesures qui n'ont aucun sens à part avoir un intérêt politique autour de la gratuité, autour de voilà, je veux dire, faut arrêter d'être qu'il faille permettre à nos concitoyens les moins aisés d'avoir un accès gratuit au transport, évidemment. Évidemment que quelqu'un qui n'a pas les moyens de se payer son transport et qui a besoin de transport pour aller travailler, il faut qu'il puisse y accéder quasiment gratuitement. Et c'est généralement les politiques sociales qui le permettent. Bon, et il faut peut-être accompagner mieux et aider mieux les gens à faire les actes administratifs qui leur permettent d'avoir accès à ces transports. En revanche, permettre à 100% des retraités d'avoir accès à un réseau gratuitement, qu'ils soient au minimum vieillesse ou multimillionnaires, ça n'a absolument aucun sens. Quoi. Bien sûr. Sachant que ça me fait penser qu'il y a un sujet aussi d'acceptabilité, en tout cas d'image, pour le dire très simplement, est-ce que ceux qui sont millionnaires prennent le métro quoi. Et il y a une vision un peu différente, je trouve, à Paris, où peut-être tout le monde le prend, et dans les régions, c'est peut-être moins le cas aussi, et encore l'habitude de la bagnole pour tout faire. Oui, et puis il y a un gros enjeu autour de la gratuité qui est souvent passé sous silence, c'est qu'en fait, la gratuité, elle te sature ton espace et ton offre de mobilité pour des gens qui en ont pas besoin. Voilà. C'est-à-dire que souvent, alors nous,
j'ai rien contre les Aubagnais, hein, soyons clairs, mais Aubagne qui dans la Vous m'avez métropole de compris que Marseille je parlais d'Aubagne. a un réseau gratuit. Tout le monde se gargarisait quand le tram s'est lancé à Aubagne de dire qu'il était plein. Oui, mais parce qu'en fait, quand tu marches et que tu as 400 mètres à faire et que le tram y passe, tu montes dans le tram, tu fais tes 400 mètres en tram. Sauf que c'est 2 fois une erreur, de mon point de vue. Alors 3 fois si en plus tu dis que la personne elle paye pas le titre, mais de toute façon elle l'aurait pas payé parce que elle aurait fait les 400 mètres à pied, ce qui pour sa santé et donc pour la collectivité en général aurait été mieux. Et en plus elle vient saturer une offre de transport alors qu'on en a pas besoin, ce qui fait que de proche en proche, tu te retrouves avec des réseaux de transport qui sont saturés et donc tu dois pour le coup ensuite avoir des effets cliqués et donc mettre plus d'offres avec des coûts qui là pour le coup sont encore moins financés puisque par définition c'est gratuit pour finalement des gens qui n'ont pas besoin de ça parce qu'ils auraient fait le déplacement à pied. Très clair. Et finalement assez évident. Juste pour finir sur ces innovations, comment tu utilises la data? Vous faites comment aujourd'hui pour justement avoir ces réseaux de capillarité qui vont partout? Alors nous on fait en fait on croise de la donnée issue des données mobiles, hein, donc on travaille avec Orange sur le sujet qui nous remonte des flux de données et on croise ça avec des capteurs qu'on met à bord des véhicules qui nous permettent d'avoir une analyse extrêmement précise des flux de mobilité et aussi des flux en correspondance parce que souvent on arrive avec la billettique à se dire le nombre de personnes qui montent à tel endroit et en fonction du nombre de personnes qui montent de l'autre côté sur le trajet retour, on essaye de redresser ça pour comprendre les déplacements, mais c'est beaucoup moins précis que d'avoir des véhicules à bord qui te permettent de détecter la montée et la descente d'un téléphone portable, hein, tout simplement. Alors évidemment, tout ça est anonymisé, CNIL compatible, etc. Hein, soyons très clairs, il n'y a pas de problème de RGPD autour de tout ça, mais ça permet d'avoir une mesure très fine des choses. Et surtout, ce qui est très important, c'est que ça permet quasiment en temps réel de voir l'impact des décisions du décideur public sur ses choix en matière de mobilité. Dit autrement, tu vois qu'il y a des flux qui se mettent en œuvre, tu décides de mettre en place un autocar, ça permet de rendre service parce que tu t'aperçois que les gens montent dans le car, donc tu sécurises ton truc et tu continues à le faire rouler. Et par contre, si tu te rends compte que ça marche pas, bah t'arrêtes et tu fais autre chose. Voilà. Et ça te permet de le faire de manière beaucoup plus efficace que en te disant, bah, je l'enlève et j'attends de voir si ça râle, ou je fais des enquêtes. Et généralement, quand tu fais une enquête pour savoir si il faut laisser le bus, tout le monde te dit il faut laisser le bus, même s'ils le prennent pas. Voilà. Nous, on a fait des travaux comme ça dans la métropole, notamment sur Istres, où on a réduit de 10% juste après le Covid le coût pour la collectivité sur nos transports, tout simplement en enlevant à partir de ces analyses de données les endroits où le transport n'est pas pertinent. Ouais. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, quelque chose que tu voulais ajouter? Non, je pense on a fait un super tour là. Ouais. Je pensais pas poser autant de questions sur la mobilité. Merci Antoine. Une petite dernière pour la. Alors putain, désolé, pour la route, mauvaise blague du coup avec toi, mais c'était pas prévu non plus. Petit changement dans Extramuros. Chaque fois, je pose une question sur le sport, la passion. Alors si tu en as une, tu n'hésites pas, mais j'avais envie de te demander si tu avais un livre, un film, un album de musique à nous conseiller, voilà, qui t'a marqué, qui t'a plu particulièrement. Eh ben écoute, ça va répondre à tes deux questions, c'est-à-dire ma passion et le truc et l'album. Je vais choisir le dernier album de Bad Bunny. Alors bon, c'est pas très original parce que tout le monde en parle, mais en fait, il allie moi une musique que j'aime beaucoup, qui est la musique latine, puisque je joue d'un instrument de musique et j'aime beaucoup cette musique-là. Et je trouve que c'est quelqu'un qui se présente avec un certain nombre de convictions. Alors évidemment, comme tout artiste et autres, voilà, tout n'est pas parfait, tout n'est pas idéal, mais à la fois d'un point de vue musical, mais aussi sur un certain nombre de choix politiques ou de messages qu'il renvoie. Je trouve ça assez intéressant et je suis assez surpris de la capacité qu'il a à fédérer des générations entières. C'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas à une tranche d'âge de 10 ans, comme peuvent le faire certains artistes. Il a des fans qui sont quasiment de 7 à 77 ans, et je trouve que c'est une vraie performance avec une arrivée un peu en fanfare, c'est le cas de le dire, et en trombe là dans le paysage musical. Donc voilà, je choisirais ça. Merci. Un grand merci Antoine, ravi d'avoir pu faire cet épisode avec toi. Merci Guillaume. Et à très bientôt. Au revoir. Salut.